Bonjour Fouad, ou plutôt City, puisque c'est ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux déjà nous dire d'où tu nous réponds aujourd'hui, d'où tu nous parles? Je suis à Toulouse, au studio, à mon studio. Et voilà, pour l'instant, je suis ici, mais je suis basé à l'origine à Hong Kong. Mais à cause du Covid, je suis un peu bloqué ici. Voilà. On voit d'ailleurs quelques-uns de tes poulets, tes animaux fétiches juste derrière toi. Pour toi, quand est-ce que ça a commencé le graffiti? En quelle année et dans quelles conditions? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette idée de faire des dessins sur les murs? Mais en fait, moi, j'ai connu le hip-hop vers 84 avec, euh, avec l'émission HIP HOP de l'époque. Et bon, je dansais un petit peu. Et après, quand l'émission HIP HOP est arrivée, c'était vraiment la révélation. Et je dansais sur des cartons, on avait des gants blancs, on avait les survêtes, des KO et tout ça. Et après, j'ai eu la révélation de voir sur un magazine, je sais plus quel magazine c'était. Je crois que j'avais vu, je sais pas si c'était Futura qui graffait ou quoi que ce soit, mais j'ai dit bon, mais là, moi je dessinais un petit peu déjà à la base et j'ai vu qu'à la bombe on pouvait réaliser les dessins à la bombe et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à faire du tag vandal, à faire un peu de graffiti, mais vraiment comme n'importe quel débutant, quoi. C'était vraiment du gribouillis plutôt que du graffiti. Voilà, on a commencé à mettre un peu de nono un peu partout. J'avais commencé à taguer Minouche à la base, mais c'était vraiment pour délirer. Et c'est à l'époque où c'était un peu à la mode, les double E, il y avait Ice-T, King T, Ice-T et tout ça. Et donc, moi, je voulais un nom un peu hip-hop des années 80. Et j'avais pris un nom avec un double E. Et j'avais trouvé le nom City. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on prononce bien City et pas site comme certains, hein. Mais les gens qui me connaissent pas m'appellent Site, mais les gens qui me connaissent depuis super longtemps et qui savent que à la base ça s'écrivait CEE pointé et ça se prononçait City. Voilà. Right. Toi, tu as commencé donc, c'est vraiment à Toulouse que tu as donc commencé à faire des graffitis. Mais qu'est-ce qui fait que c'est passé d'une passion dévorante à un métier qui maintenant est celui que tu exerces Mais depuis quelques années? tu penses pas en faire un métier, quoi. C'est vraiment moi je faisais du foot, je faisais du graffiti et voilà, je faisais du graffiti comme je vais aller faire du foot, quoi, aller faire du sport. Donc c'est vraiment une passion, mais tu penses vraiment pas en faire un métier. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je pense même pas que ce soit un métier pour moi. C'est une passion, j'ai la chance d'en vivre, j'ai la chance, ça me permet de voyager, tout ça, mais je ne considère pas comme un boulot. Je considère vraiment comme quelque chose qui est ancré en moi et j'en ressens l'envie tout le temps d'aller peindre, de créer, de peindre sur des toiles, de peindre sur des murs. Voilà, là, pratiquement tous les jours, avec mes amis toulousains, on trouve des endroits désaffectés, on va peindre là-bas. C'est vraiment, je sais pas, je peux même pas t'expliquer. Pour moi, je le considère pas comme un boulot, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu te souviens de la première toile ou de la première œuvre que tu as vendue, du moment où tu as commencé à gagner directement de l'argent avec tes bombes et tes mains? Ben ouais, c'était dans les début 80, vraiment 90, 91, j'ai vendu une toile que j'avais fait mon lettrage, que je faisais sur les murs. J'avais rajouté un diable, je m'en souviens. C'est ce que je faisais souvent sur les murs. Et voilà, j'étais étonné, quelqu'un avait adoré mon travail. C'est souvent les premiers acheteurs, c'est souvent des potes, plus ou moins. C'est pas vraiment des gens qu'on connaît pas. Et c'est quand on commence à exposer dans des galeries ou dans des endroits un peu où il y a du public, on commence à toucher d'autres gens et des gens qu'on connaît pas. Et à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, donc c'était compliqué de faire sa propre promo. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un petit magazine en noir et blanc qui s'appelait la Zulu Later. Mhm. Je mettais Les ZL, ouais. 20 francs en chèque et on devait nous envoyer un magazine en noir et blanc où des fois il y avait quelques photos en couleur, c'était des trucs agrafés. Bon, c'était bien pour l'époque, on avait que ça comme news. Et après sont arrivés les magazines et tout ça. Bon, les réseaux sociaux et Internet n'existaient même pas. Donc pour vendre des toiles et pour toucher un maximum de gens, c'était compliqué. Donc les premiers acheteurs, c'est souvent nos potes, plus ou moins.
On en a parlé au début de cette interview, on les voit derrière toi, tes animaux, tes totems, ton sujet principal, c'est les poulets, les chicanos comme tu les appelles. Raconte-nous comment tu en es venu à être obsédé par les poulets. Pas obsédé en fait. c'est, euh, j'ai eu la chance, j'ai eu comme une sorte de révélation en allant en Chine. Moi, je faisais comme tous les graffeurs, je marque mon nom un peu partout, et c'est vrai que ça m'avait un peu pas fatigué, mais j'aime bien me renouveler un petit peu. Et quand je suis arrivé en Chine et que j'ai commencé à dessiner ce poulet, et ben je me suis dit, bah, j'ai un truc à faire avec ça, à déconner, à délirer. Et il n'y avait pas de limite au niveau des couleurs, au niveau des formes et tout ça. Et c'est ce que j'ai adoré. Je continue à faire un peu de la lettre en flop et tout ça dans la rue avec mes amis, mais c'est vrai que c'est devenu récurrent, mon histoire de poulet. Et cette histoire, elle est venue en Chine. C'était vraiment un problème de communication avec les Chinois. Ils parlaient pas l'anglais, je parlais pas le mandarin, donc j'avais toujours un petit calepin avec moi, je dessinais. Je disais tout le temps tout ce qu'il fallait que je mange, tout ce qu'il fallait que je fasse et tout ça. Et un jour, ben, voilà, j'ai dessiné un poulet parce que je voulais manger un poulet. Ça a fait délirer mes potes qui étaient autour de moi. Et c'est resté. J'ai commencé à le décliner, à remplacer un peu mes lettrages par ces poulets, et jusqu'à ce que ça prenne de plus en plus de place. Voilà. Jusqu'à être aujourd'hui un projet de dessin animé long métrage autour de ces chicanos, alors tu peux nous dire quelques mots sur ce projet qui est en cours? Mais ouais, je vais réaliser, je pense que bon, à cause du Covid, c'est un peu retardé, mais ça devrait sortir dans 3 ans à peu près, un long métrage qui sera au cinéma, qui sera à la télé, qui sera sur Netflix. Et ouais, j'ai eu cette chance-là de signer un contrat avec une boîte de prod et qui va pouvoir me réaliser sûrement le projet de ma vie parce que c'est le genre de truc. Moi, j'ai toujours mes personnages soit en sculpture ou en 2D ou sur des toiles, mais les voir animés et créer une histoire un peu marrante et tout ça, c'est vraiment un truc que j'aurais jamais pensé réaliser une fois dans ma vie. Si tu devais trouver 3 mots pour définir la culture hip-hop aujourd'hui en 2021, ça serait lesquels? La culture hip-hop en 2021, c'est clair que c'est pas la même que celle que j'ai connue dans les années 80 et encore moins de celle que j'ai connue dans les années 90. Celle de le hip-hop, je sais même pas si les mecs qui font du rap connaissent un graffeur. Enfin, je parle de la nouvelle génération. Si les danseurs, bon, nous, dans le milieu du graffiti, je pense dans le milieu de la danse, on connaît bien les rappeurs, mais je sais pas si les rappeurs connaissent certains graffeurs parce que c'est quand même, je sais pas, il y a un truc qui est une cassure. Il y a toujours cette culture hip-hop, mais il y a quand même une grosse cassure qui s'est faite je sais pas quand, je pense que dans les années, quand le hip-hop a commencé à devenir un peu plus vulgaire, un peu plus, un peu plus bling bling qu'il était dans les années 90 ou 80. Mais alors d'aujourd'hui, la culture hip-hop, te la définir, c'est vraiment tous les éléments, c'est plus comme avant en fait. Il y a plus de grosses soirées hip-hop où il y avait du graffiti, du breakdance, du beatbox, des DJ, compétitions de DJ, et ça finissait avec une scène avec du hip-hop. Je pense que ça devient de plus en plus rare. C'est vraiment, nous dans le milieu du graffiti, on se retrouve vraiment à faire nos jams, nos graffiti jams, et se faire inviter dans des événements que spécialisés graffiti. Il y aura toujours un DJ, mais lui qui sera toujours mis en retrait. Alors que après te donner une diffusion en 2020 du hip-hop, ce serait plus individualiste, je dirais. Si je te dis True School, Carrefour culturel Arnaud Bernard, rue Gramma, ça évoque quoi pour toi? Ben, True School, c'est mon ancien groupe. Après, Arnaud Bernard, c'est là où a commencé un petit peu le graffiti à Toulouse, au centre-ville de Toulouse. C'est le quartier un peu rebeu de Toulouse. Et après, ouais, c'est que des bons souvenirs. Moi, j'aimerais revenir à cette période-là avec la technique de la bombe que j'ai à l'heure d'aujourd'hui et ma technique de couleur et tout ça. Revenir, je pense que j'aurais été, euh, j'aurais été en avance, disons. Si tu devais citer un artiste graffiti français, à part toi bien sûr, et un américain pour dire que ce qui est au top du graffiti aujourd'hui en 2021, ça serait qui? En France, je dirais, bon, moi, je suis dans la mouvance de Jace. Moi, j'aime bien Jace. J'aime bien aussi, t'en citer, je peux t'en citer plein. J'aime bien Tilt. J'aime bien. Après, il y a des nouvelles générations aussi
qui sont super forts. Mais c'est vrai que il y en a plein, des Français, il y en a plein. Moi, je pourrais te citer parce que c'est quand même quelqu'un que je vois régulièrement. Je vois qu'il est super actif et tout. Je peux te dire que Jace, ouais, c'est quelqu'un qui est en ce moment au top, je pense. Et à l'étranger? À l'étranger, les New-Yorkais, il y a des New-Yorkais. Après, il y a Pita en Italie qui, j'aime bien ce qu'il fait, c'est de la 3D, c'est super. Après, il y a Tenten, 10-10, qui lui aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a Hendrik, ECB, qui lui fait des portraits en hyperréalisme qu'en noir et blanc. Il y en a plein, en fait. Je pourrais t'en citer des centaines et des centaines. Mais je pourrais pas t'en citer un spécialement, après tout dépend du style, mais c'est vrai que j'en aime énormément dans le monde entier et j'en aime beaucoup aussi en France. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes catégories satellites du graphe, le côté tag, braille, street art? Est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment ça se répartit, comment ça se divise? Bon, il y a les mecs qui vont faire que du vandal, qui vont faire que des flops et des tags, et ils vont faire que ça, se sont spécialisés là-dedans. T'en as d'autres qui vont faire aussi bien des flops, ils vont faire que des trains. Il y en a qui vont faire que des trains. Il y en a d'autres qui vont faire que des fresques. Et il y en a d'autres qui vont faire que du street art. Ils vont coller des affiches. Après, c'est vrai que les graffeurs n'aiment pas trop qu'on les appelle les street artistes. Ils préfèrent plus utiliser le mot graffiti artiste ou graffeur ou de l'urban art, par exemple, tu vois, que de se faire appeler par des street artistes. Nous, dans le milieu du graffiti, les street artistes, pour nous, c'est plus des mecs qui vont faire du collage, euh, des concepts dans la rue, tu vois. Après, moi, je les adore, hein, j'adore. J'ai plein de potes qui font du street artist et tout, qui font du street art que j'adore. Mais c'est vrai que ceux qui font du vandal, les puristes et tout, ils aiment pas trop qu'on les appelle les street artistes. Après, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as des mecs qui vont faire que du lettrage, t'as des mecs qui vont faire que des personnages. Voilà. Après, t'as les vandales qui ne vont pas aimer les mecs qui font que des terrains parce que pour eux, c'est pas des gens qui prennent des risques et vice versa, quoi. Bon, moi, je fais un peu de tout. J'ai la chance de traîner aussi bien avec la nouvelle génération que des mecs qui font réaliser grosses fresques, des mecs qui font des terrains. Donc, je papillonne un peu partout parce que j'adore, j'aime toucher à tout. J'aime sortir la nuit, peindre et j'aime aussi bien peindre dans les terrains. Comment tu définirais ta situation actuelle alors dans le métier? Tu es une star, un artiste établi, tu es encore à la recherche de quelque chose? Ah, ce serait un grand mot, mais non, je pense que je me débrouille. Disons que je me débrouille. Après, je reste quand même un graffiti artiste qui a beaucoup de chance, disons. Parmi tes œuvres, il y a aussi beaucoup de gens, alors je pense à De Funès, Brel, Trump même, des gens de la culture ou de la politique, souvent avec des poulets dans les cheveux d'ailleurs. C'est quoi ton rapport à la culture et à la culture française plus spécialement? Eh ben, alors, pour reprendre sur les portraits que j'ai faits, là, c'était une période artistique, une période de ma carrière artistique où j'ai développé, je m'amusais à redonner un peu soit une vie à certains artistes qui étaient décédés en les rendant un peu plus marrants, ou quand c'était des mecs comme Trump, c'était un peu pour leur foutre un peu de leur gueule, tu vois. Mais après, là, moi j'ai toujours adoré, tu sais, j'ai grandi avec les films de Louis de Funès. Avec Jean Gabin, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, quand je fais des trucs de Louis de Funès, moi, je suis un super fan de Louis de Funès, qui n'a pas connu la grande vadrouille. Même, je pense que même la nouvelle génération en 2020, 2021 a vu la grande vadrouille. C'est obligé. De toute façon, il la passe au moins une fois dans l'année sur TF1. Mais ouais, j'ai grandi avec cette culture française, alors que je suis d'origine marocaine et j'ai plus de liens, j'ai plus de liens avec la France qu'avec le Maroc. Par le biais de films, par le biais de musique, par le biais de trucs. Donc ouais, quand je suis à l'étranger, surtout à Hong Kong et en Chine, ouais, je fais la promotion de la culture française par l'intermédiaire de mes poulets et par l'intermédiaire de mon style de vie, quoi, en général. Si tu devais citer un artiste français en dehors du hip-hop qui t'a influencé, ça serait qui? Un artiste n'importe lequel en musique, en peinture. Ouais. Alors en français, moi j'aimais bien à l'époque, le pauvre il est décédé, DJ Mehdi, j'aimais bien ce qu'il faisait.
Sinon, disons, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute, ça s'appelle Double. Tu vois, c'est un mec qui fait du funk un peu là. Ça, j'aime bien ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours été super old school, funk et tout. Et lui, là, il est arrivé à refaire de la musique old school en neuf. Et en plus, il le fait avec des vidéos super marrantes et tout ça. Donc, ouais. Après, c'est pas un artiste qui est super connu non plus du grand public. Mais si pourtant c'était un qui est connu du grand public, que j'aime bien, euh, je sais pas, j'aime bien DJ Snake, par exemple, j'aime bien ce qu'il fait. Surtout d'où il vient. Moi, je l'ai connu, je l'avais fait venir en Chine. Et c'est vrai qu'il est parti vraiment du plus bas et de le voir là, à l'heure d'aujourd'hui, faire des grosses productions et tout. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Est-ce que tu suis un peu la jeune scène du graffiti, les rookies qui débarquent sur la scène? Et si oui, est-ce qu'il y en a que tu pourrais nous dire qui, à ton avis, vont avoir de l'importance ou vont avoir un impact dans les Et années qui viennent? il y a un jeune qui s'appelle Adore, que j'aime bien, tu vois, c'est fait des personnages. Et lui, je l'ai connu dès le début, quoi. Et lui, je trouve qu'il a un potentiel. Et je pense qu'il ira loin. Je pense qu'il ira loin. Après, si tu me parles de gens qui réussissent dans la peinture, je peux te parler de lui. Mais après, si je te parle de gens de vandales, en général, les vandales, ils percent pas parce ils se font toujours chasser par la police, par la justice et tout. Donc, c'est des gens qui resteront toujours dans l'ombre, malgré eux. Et c'est des mecs, quand ils vont faire des trains, ils mettent jamais leur nom. Ils changent tout le temps de nom, de style et tout. Donc, c'est plus pour pour le fun d'aller faire un train ou de faire du vandal. Mais pas pour chercher à avoir une notoriété comme on essaie, nous, de le faire en galerie ou en musée. Alors donc là, cette semaine de hip-hop de l'Institut français d'Écosse présente donc les 5 disciplines, les 5 piliers du hip-hop, hein, graffiti, turntablisme, rap, breakdance, beatbox. Est-ce que tu connais les 4 autres intervenants? Je connais un peu la réponse, mais il y a Akhenaton, il y a DJ Mousse, il y a Eclipse et il y a Fabrice, le danseur. Est-ce que tu peux nous dire un par un si tu les connais et peut-être une petite histoire sur l'un d'entre eux ou de l'autre? Bah, c'est un pilier d'IAM que je connais, enfin je connais, que j'ai côtoyé longtemps. Moi j'avais reçu la cassette à Toulouse, leur mixtape elle s'appelait Mars, ou je me souviens plus du nom. C'était Euh, Concept. C'était Concept, la cassette Concept. et j'avais une mixtape qui était sortie. Alors nous à l'époque c'était vraiment les Parisiens qui avaient un peu le monopole du rap à l'époque et tout ça. Mais après quand la cassette est arrivée à Toulouse, qui venait de Marseille, qu'on a écouté ça, on a fait ah ouais. Ils avaient un flow, ils avaient une sorte de. Ils chantaient aussi en anglais, je crois, à l'époque. Et après, moi, j'étais allé les voir à Montpellier. Et on les avait côtoyés, on avait mangé vite fait avec eux un sandwich. Et avant qu'ils aillent faire leur concert, ils nous avaient fait rentrer gratuitement. Donc, c'est la seule anecdote que je peux avoir avec Shuriken et Akhenaton. Et Mousse? Et après, le DJ, ben, tu as parlé de DJ Mousse. Ben, DJ Mousse, c'est un ami. Donc, moi, techniquement, dans la prod, je pourrais dire que c'est un Français allemand. Pourquoi je dis allemand? Parce qu'il est super carré dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment un pro, quoi. Moi, j'adore ce qu'il fait. Et techniquement, au niveau du scratch, il est extrêmement fort. Bah, après, Eclipse aussi, c'est un pote. Eclipse, c'est un mec, moi, à chaque fois, c'est un mec super marrant. J'ai fait plein de tournées avec lui. On a aussi passé de super bons moments. J'ai fait des soirées aussi avec lui et tout, où on a super rigolé. Et c'est un mec, un talent fou, quoi. Il vit sur une autre planète. C'est un martien. Et après, ben, le breakdancer, Fabrice, il fait partie de quel groupe? C'est figure de style. Non, je connais pas. Okay. Moi, je connais Vagabond, Pokémon. Voilà, j'ai des potes à moi qui ont fait partie de groupes de breakdance. Mais après, dans le milieu de breakdance, j'en connais quelques-uns, mais je les connais pas tous. Et le Fabrice, non, je le connais pas. Alors, tu évoquais tout à l'heure l'époque où le hip-hop était une pluridisciplinaire et où tout le monde faisait un petit peu, connaissait toutes les autres disciplines. Aujourd'hui, ça a changé, mais toi, tu es graffiti artiste, mais tu as été et tu es aussi de temps en temps DJ, je crois. Est-ce que Oui, tu peux ouais, parler de ça? la chance de traîner à Toulouse avec des DJ. J'adorais les soirées. Donc, j'ai commencé par des anniversaires, mais je traînais avec un collectif de DJ qui m'ont appris à mixer un petit peu. Je me suis acheté
mes propres platines, j'ai commencé à acheter mes disques, j'ai commencé à voyager. Quand je voyageais à New York pour les graffer, eh ben j'ai acheté moi aussi mes vinyles et tout, et je me suis fait ma petite collection, qui est pas bon. J'ai quand même 6000 disques, mais voilà. Et après le MP3 est arrivé et a tué cette. Ça avait un charme d'aller chercher le disque, d'aller faire les boutiques et tout. Et c'est vrai que là, depuis que le Serato et tout ça est arrivé, eh ben, on a plus cette chance-là. Mais j'adore. Moi, me retrouver. J'aime pas aller dans les clubs. Je bois pas d'alcool. Et je me fais un peu chiant pour être franc. Mais dès que je suis au platine, je me transcende. J'adore poster les vieux morceaux, mixer avec des nouveaux, faire danser les gens. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait à Hong Kong. Un des trucs qui est généralement que tous les graffeurs connaissent, c'est le fait justement d'aller poser ses dessins, ses fresques ailleurs que chez soi, dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Est-ce que tu peux nous parler un peu des voyages que tu as amené à faire ton art graphique? Eh ben, le graffiti m'a permis de voyager. C'est-à-dire que j'ai commencé à me faire inviter dans des festivals où il y avait des potes à moi qui organisaient des événements. On prenait notre billet d'avion ou on prenait le train, on se retrouve là-bas, on se fait loger chez l'ami au départ et tout ça. Et après, petit à petit, quand tu commences à avoir une autorité, on t'invite dans des plus gros festivals et tout ça. Et tu rencontres de plus en plus de gens. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe que le graffiti peut nous amener, comme n'importe quel artiste qui commence à être reconnu, qui commence à voyager, qui peut aller chanter à tel ou tel endroit. Mais nous, dans le graffiti, c'est la même chose. Sauf que nous, à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui ont vraiment un nom dans le milieu peuvent vraiment bien vivre et voyager et exposer leurs œuvres et aller peindre dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous dire l'endroit le plus insolite où tu as été et l'œuvre la plus délirante que tu aies créée? Alors, l'endroit le plus insolite, j'en ai eu plein, mais un endroit qui m'avait bien marqué, c'était au Brésil, dans les favelas. C'est vrai que le moindre mur qu'on devait faire, il fallait qu'on demande l'autorisation du chef du quartier. Donc c'est vraiment spécial et il fallait qu'on lui ramène un petit truc, pas spécialement de l'argent, mais me souviens qu'on avait fait le portrait d'un des mecs du gang là-bas et ça nous avait ouvert toutes les portes. Et après, ben, tu vois, je t'ai dit le plus insolite, j'ai fait un paquebot une fois à l'arrache. J'ai fait aussi un avion. Dernier petit truc, là donc c'est la semaine du hip-hop du centre d'Institut français d'Écosse. Est-ce que tu as déjà été en Écosse? Jamais de ma vie. Comment t'imagines le pays? Super vert, pas mal de pluie, pas mal de pubs. Après, je vois des gens quand même super cool. C'est des mecs qui sont super joyeux, cool, super amical. J'ai eu une super bonne approche, donc l'Écosse, ça me dirait bien d'y venir, ouais, ça c'est sûr. Bah, t'es pas à l'abri d'une invitation. Dernier petit truc aussi, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu as une actualité la prochaine que tu pourrais nous... Et là, alors, la semaine prochaine, dans un musée en Chine, à Shenzhen. Ensuite, le 6 mai, j'ai une exposition solo à Toulouse, dans une galerie, à la galerie Alain Daudet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je prépare un bouquin avec un ami qui s'appelle Fiche. Après, voilà, pour l'instant, voilà, je suis sur ça. Ok. Là, on arrive au bout de cette interview. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil ou un message à donner aux auditeurs, aux spectateurs et aux éventuels jeunes artistes en devenir? Ben, moi, de ce que mon expérience et tout, c'est que moi, j'ai vraiment fait ça par passion. Une passion, il faut pas chercher à chercher à faire à ce que ça soit un métier ou chercher à faire de l'argent. Il faut vraiment que ça reste une passion. Et c'est en gardant cette passion-là et cette énergie que les choses vont venir, les projets vont venir, les rencontres surtout et tout ça. Et donc, le message que je peux passer, c'est que ouais, il faut surtout pas lâcher l'affaire. Et je pense que dans le milieu hip-hop, on est connu pour ça. C'est-à-dire que quand on commence un truc, on lâche pas. Et c'est ce qui fait la force du milieu du hip-hop. Et c'est ce qui fait que c'est une culture qui existe depuis bientôt 50 ans, mine de rien. Ouais. Et ben moi, ça va faire. J'ai commencé en 88, fin 87, 88, donc ça fait. Je suis mauvais en calcul, mais ça fait 33 ans, 34 ans, 35 ans. Hmm. Donc, voilà. Bon, ben, j'ai presque bientôt 50 ans.
Eh ben, je suis pas prêt de m'arrêter. Eh ben, on te souhaite encore 50 années d'exercice sur les murs, sur les toiles, dans les galeries et partout. Merci beaucoup, Siti. Merci, Fouad. À la prochaine. Allez, ciao.